Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la déprime. Et ce sera avec Madame Agbo Samé Aïma Chantal, que certains appellent affectueusement Madame Tempérament. Qu'est-ce que la déprime? Quelles sont les causes de la déprime? Quelles sont les conséquences pour le déprimé et la société au sein de laquelle le déprimé vit? Voilà un certain nombre d'interrogations auxquelles Madame Agbo va tenter de nous apporter des solutions. Madame Agbo, bonjour et merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Vous savez très bien que le plaisir a toujours été nôtre. Merci beaucoup, Monsieur Condor, pour l'intérêt que vous portez à notre personne. Je disais tantôt que nous allons parler de la déprime. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour aborder ce thème avec moi? Tout à fait. Je crois qu'on va quand même faire un partage de connaissances. Vous avez dit, nous allons tenter. Effectivement, nous allons le faire. Vous êtes déjà dans l'idée. Effectivement, ce qui est bien dans l'idée, c'est que c'est des idées que nous essayons de partager avec les autres pour un bien-être social. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, la déprime, c'est quoi selon vous, conseil pédagogique? Oui, je suis aussi conseillère en relation d'aide. Oui. C'est ça surtout qui me permet d'aborder ce thème. Et la déprime, c'est communément, on parle de troubles d'humeur. Troubles d'humeur, c'est-à-dire que vous êtes là, vous vous réveillez peut-être et vous vous réveillez avec une tristesse profonde qui vous paralyse. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez du mal à pouvoir justifier vos actes peut-être, ou bien vous êtes affecté par quelque chose qui vous tient à cœur et vous devenez paralysé. Et dans votre tête, vous ne vous retrouvez pas. Donc la déprime, c'est coup de blues. C'est-à-dire que vous avez la tête noire, tout est noir dans votre tête. Vous n'avez envie de rien faire et c'est très dangereux parce que quand vous avez quelqu'un autour de vous qui déprime, soyez sûr que cette personne ne pourra plus faire ce qu'elle avait l'habitude de faire normalement et ça peut agir sur vous. Supposons que ce soit votre conjoint, votre enfant, parce que ça arrive aussi aux enfants, ça peut agir sur vous. Donc c'est cette tristesse, c'est au-delà du saut d'humeur, au-delà du stress. Des fois, il peut nous arriver d'être stressé, mais c'est au-delà du stress, c'est plus profond et ça agit sur le mental de telle sorte que ce soit les relations, que ce soit les activités, de telle sorte que nos activités, nos relations deviennent paralysées. Ceci est très grave parce que ça peut amener très loin. Y a-t-il une relation entre la déprime et la dépression? Effectivement. Nous sommes en train de parler de déprime parce que c'est un état éphémère normalement, quand nous parlons de déprime. Mais quand l'état éphémère n'est pas pris en charge, ça devient une dépression. Et vous savez que la dépression est une maladie en bonne et due forme. Et quand on parle de maladie, on parle de prise en charge et des fois, ça peut amener au suicide. Est-ce que la déprime peut arriver à tout le monde? La déprime peut arriver à tout le monde. D'autant plus que la déprime a plusieurs causes. Nul ne peut échapper à la déprime, mais tout dépend de la façon dont nous allons prendre en compte cette déprime et essayer de la traiter. Il y en a qui s'en sortent facilement. Il y en a qui s'en sortent facilement et ça se passe bien, mais il y en a qui ne s'en sortent pas, qui s'enlisent et finalement deviennent des déprimés à vie. Et ça, on ne le souhaite à personne parce que quand on en arrive à là, c'est toute la vie qui est empoisonnée et on s'en sort difficilement. Et il y en a même qui se retrouvent dans les centres psychiatriques et ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qui est désolant, c'est que la déprime est devenue monnaie courante. C'est-à-dire que tout le monde déprime finalement parce qu'on a tellement de choses à faire, on est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Pourquoi nous parlons de la déprime? Nous avons constaté que dans la société, beaucoup de gens sont sujets à la déprime. C'est ce qui fait que les activités ne sont plus comme cela devait être et cela
aggrave les difficultés ou bien les problèmes que nous avons sur le plan social, sur le plan économique et autres. Donc on ne peut ne pas en parler et nous savons qu'en parlant, quelqu'un peut pouvoir se reconnaître et se relever. Et comme cela se doit, ou bien aider l'autre à le faire de telle sorte qu'on n'ait pas trop de soucis dans notre société. Donc, vous m'avez demandé si tout le monde peut être affecté par la déprime. Je peux vous dire oui, tout le monde peut être affecté par la déprime. Qui que ce soit, personne n'est exempt. Abordons maintenant, madame, les causes de la déprime. Une personne qui souffre de la déprime, généralement est triste, très triste et n'a pas envie de faire quoi que ce soit, n'a pas envie de parler, n'a pas envie d'avoir des interactions avec le monde autour de lui et cette personne perd littéralement le plaisir de vivre. Et vous voyez que c'est un peu dangereux. Quand quelqu'un va jusqu'à perdre le plaisir de la vie, vous comprenez que cette personne est en train d'aller vers la mort et c'est ce qui n'est pas à souhaiter. Vous savez, c'est un mot qui n'existait pas en Afrique. Je peux le dire ainsi, c'est-à-dire le mot existait, mais ça n'avait pas, ce n'était pas un usage en Afrique, parce que nous avons en Afrique des valeurs qui nous aident à ne pas aller vers la déprime, vers la tristesse, vers l'isolement, non. On n'avait pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'on vivait en société, on n'était pas sujet de l'individualisme. Moi, je crois que ce n'est pas tout ce qui nous vient d'ailleurs que nous sommes obligés d'adopter pour penser que nous sommes civilisés. Non. La civilisation, certes, le développement, oui. Mais quand, par exemple, on devient individualiste, on a des soucis et on déprime. Monsieur Condor, vous savez, avant, on vivait en société. Vous avez papa qui est là avec sa maison et au fur et à mesure son terrain, au fur et à mesure que les enfants grandissaient, ils construisaient à côté et on était toujours ensemble. Une dame qui vient d'accoucher, je vous dis, la dame n'aura aucun problème. La dame n'aura aucun problème. Pourquoi? Parce qu'elle a autour d'elle des gens pour l'aider. Il y a la belle-mère, il y a la maman, il y a même les tantes, les belles-sœurs qui sont là, qui pourront l'aider à pouvoir continuer ses activités. Lorsque vous voudrez aller au marché, facilement, elle dépose l'enfant, elle sait que l'enfant est entre les bonnes mains. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Une femme qui accouche déjà peut être sujette de la déprime parce qu'elle se demande, mais quand je vais quitter l'hôpital, qui va rester avec moi? Comment je vais gérer mon enfant? Comment je vais faire quand je dois reprendre les activités? Donc, vous comprenez que l'individualisme n'est pas un intérêt pour nous. Au contraire, ça nous amène vers la déprime. Et ceux-là qui ne cherchent pas à avoir des interactions avec leur famille ou bien qui veulent s'isoler, souvent sont sujets à la déprime. Et les interactions, le fait que nous ayons des gens autour de nous, supposons que je sois déprimé et que j'ai envie de parler à quelqu'un. Et si quelqu'un, par exemple, vient vers moi et que je cause et que je ris, c'est sûr que je ne serai pas sujet de la déprime. Je me souviens d'une histoire qui est vraie. Et on avait une cousine qui avait échoué pour la 3e fois au baccalauréat. Sincèrement, on n'avait pas dans la maison, personne n'avait de mots. Personne n'avait de mots pour pouvoir lui dire. C'est-à-dire, on a tout dit au premier échec, au second échec. Maintenant, on savait que faire et on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Voilà un cousin qu'on ne connaissait pas. Nous, on ne le connaissait pas. Lui ne connaissait pas son oncle qui était notre papa a débarqué. Il n'a même pas appelé, il a débarqué comme ça et on l'a découvert. C'est un cousin qui était drôle, très rigolo. Et il a commencé par raconter des histoires, alors que nous tous nous pleurions. Il a commencé par raconter des histoires et bizarrement, on a commencé par sourire et on a commencé par rire jusqu'à 23h. On ne faisait que rire et nous avons constaté que cette personne-là qui est venue comme ça à l'improviste est venue sauver la situation. Notre cousine a dormi le jour-là. Le lendemain, on a trouvé les mots qu'il faut pour la consoler. Si on n'a pas donné l'opportunité à ce cousin de venir à l'improviste, on ne sait pas comment ça se passerait. Donc, il faut vraiment comprendre que l'être humain est social. Vous refusez d'être social, vous serez sujet des mots tels que la déprime qui peut aller vers la dépression et le suicide. C'est ce qui se passe actuellement dans notre société. La fois passée, il y a un jeune garçon de 16 ans qui a perdu comme ça la vie
Qu'est-ce que le garçon disait? Il était venu, il faisait des bêtises et ses camarades lui disaient « Viens t'asseoir ». Il a dit « Oui, je vais aller m'asseoir. Vous ne m'aimez pas. De toutes les façons, personne ne m'aime. Voilà, je vais me suicider et vous viendrez pleurer. » Est-ce que vous savez que ce qu'il disait vrai le lendemain, on l'a retrouvé mort. Il s'est pendu, un enfant de 16 ans, et s'est allumé. Ceci est devenu monnaie courante. Le fait qu'on n'ait pas autour de soi des gens à qui parler. Peut-être que si, le jour-là, on avait interpellé l'enfant, le jeune là, lui disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi tu penses que personne ne t'aime ?» On aurait résolu le problème. Donc, autour de nous, il y a des gens qui souffrent et nous-mêmes, nous souffrons. Mais si nous nous cantonnons à l'individualisme, nous disant que l'individualisme, en se disant que maintenant, là, il ne faut pas la famille, on n'a pas besoin de la famille, mes chers, on risque d'aller vers la déprime qui peut nous conduire à la dépression. Nous devenons de plus en plus asociaux. Et ça ne nous arrange pas. Avant, quand une maman veut sortir, qu'est-ce que la maman dit? Il suffit que la maman dise que ce soit des colocataires ou bien de la famille que je sors, cela sous-entend que occupez-vous de mes enfants. Et avant que la maman ne revienne, les enfants sont nourris par les voisins, par, je ne sais pas, la famille, et elle est sereine là où elle est, elle sait qu'elle peut revenir sans avoir des soucis. Mais est-ce que on a ça encore maintenant? Non. Je me souviens même quand on allait au village, nous, quand on était petits, on allait au village, quand nous atterrissons en même temps, c'est toute la famille qui s'amène. Avec quoi? Un peu de bouillie, un peu de nourriture. Et on se dit, maman Véro, ta famille est là, les enfants sont là, prends ceci, fais ceci, on revient, on nous apporte du manioc, on nous apporte des fruits. Mais des choses comme ça n'existent plus. On est en train de se défaire de ces bonnes valeurs qui nous amènent à être psychologiquement équilibrés, d'autant plus que nous savons que quand une personne est entourée, quand une personne se sent aimée, cette personne ne s'inquiète plus. Même s'il y a les difficultés, s'il y a les problèmes, et cette personne se dit, j'ai des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent m'écouter, et ça, on ne l'a plus. Je crois que on doit revenir sur les vraies valeurs qui consistent à avoir quand même des gens autour de soi. Avant, on peut se lever, vous allez voir votre maman qui se lève, qui dit je vais aller visiter ma soeur dans cette ville, je vais aller, ou bien allons visiter telle famille. Ça ne se fait plus. Et on pense que peut-être la bonne manière d'éviter des problèmes, alors que ce n'est pas le cas. Plutôt nous nous mettons dans un cocon qui nous enferme et qui nous déséquilibre psychologiquement et ça cause des déprimes. Le soutien familial, est-ce qu'on l'a encore? On ne l'a plus. Le soutien familial. Et le manque de soutien familial, c'est une cause de la déprime. Vous êtes là, vous avez des problèmes et vous devez les gérer seul. Vous ne pouvez même pas aller chez votre cousin, je le dis toujours, ou votre oncle qui est un peu nanti pour lui dire « aidez-moi à payer le loyer ». Peut-être que c'est 7500. Vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui ont 7500, mais vous savez aussi qu'en allant, on vous dira que je n'ai pas d'argent. Ce sont ces valeurs qui font que les gens vivent dans la dépression juste pour de petits problèmes que l'autre peut résoudre. L'une des causes aussi, c'est le fait que nous cherchons à exceller. C'est bien l'excellence. Les compétences, on en a tellement besoin. Nous sommes dans un monde où la compétence est en vigueur, est de règles. Mais cela ne veut pas nous amener à en vouloir de telle sorte que nous-mêmes, nous nous harcelons. Avant, on parlait du bien-être, de chercher le bien-être, oui, le bien-être, on en a besoin parce que quand on est bien en soi, que ce soit physiquement, matériellement, mentalement, psychologiquement, quand on est bien en soi, on peut réaliser beaucoup de choses et on peut vivre l'épanouissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes passés du bien-être maintenant au mieux-être. On ne parle plus de bien-être. Vous avez quelqu'un qui fait un prêt, un enseignant, qui fait un prêt, qui s'achète une moto. 2 mois après, cet enseignant passe à une voiture. Est-ce que nous sommes dans les bonnes conditions pour avoir une voiture? Vous cherchez une voiture, peut-être vous êtes dans une maison où vous n'avez même pas de garage. Vous avez peut-être la voiture, vous faites un prêt,
qui va sûrement vous causer des soucis économiques. Vous ne savez même pas où garer la voiture. Et vous êtes obligé de vous promener dans les stations d'essence pour payer pour le garage de la voiture. Ce n'était même pas un besoin indispensable. Mais parce qu'on veut montrer qu'on a un mieux-être, voilà, on se retrouve dans des difficultés et ça cause des déprimes. Vous avez ce que vous voulez. Vous avez, si c'est une dame, vous avez acheté l'or que vous voulez à 400 000. Vous commencez en même temps à déprimer parce que vous ne savez pas comment faire pour pouvoir payer cela. Et nous créons des soucis parce que nous voulons un mieux-être. Vous n'avez pas le moyen de vous acheter peut-être un wax à 70 000, mais parce que vous voulez paraître, à cause du mieux-être, vous allez acheter cela. Vous avez votre wax avec une déprime à l'appui et qui peut vous conduire à des graves problèmes dont vous n'avez pas pensé. Donc je peux dire que le fait que nous ne vivons pas le contentement, parce que à chaque étape, sa façon de vivre. Il y a un moment où je peux m'acheter un gaz en tant que jeune fille ou jeune garçon, et il y a un moment où je peux acheter un frigidaire, l'ajouter au gaz. Il y a un moment où je peux climatiser ma chambre. Mais si je veux tout faire en même temps, supposons que je sois une nouvelle mariée et que je demande en même temps le gaz, le frigidaire, etc., etc. Bon, peut-être l'homme va se battre pour me l'offrir. Mais quand peut-être il n'y aura plus de l'argent pour continuer les activités ou bien la vie quotidienne, c'est là où je vais déprimer parce que j'ai cherché un mieux-être au moment où je ne devrais pas l'avoir. Donc la déprime, souvent, les causes proviennent de notre façon de penser, notre façon de vivre quotidiennement, d'agir. Et ça, il faut qu'on en soit conscient pour éviter la déprime. Je peux aussi penser à ces personnes-là qui veulent avoir la maîtrise de leur vie, c'est-à-dire que je veux tout contrôler, de A à Z. Je veux me contrôler, je veux avoir tout ce que je veux et je veux contrôler tous ceux qui sont autour de moi. Généralement, ça se passe dans les foyers. Vous êtes marié, tout se passe bien, mais cette idée de vouloir contrôler votre conjoint, fouiller dans son portable, voir où il est, voir ce qu'il fait, avec qui il parle, qui sont ses collègues, qui sont ses femmes, si c'est une femme, ses femmes collègues, si c'est un homme, qui sont ses hommes collègues, qui est son directeur, quelle est la relation entre lui et son directeur. À force de vouloir tout contrôler, on arrive à la déprime. Supposons que je prenne le portable de mon mari et que je commence par fouiller et je vois un message, tu me manques. Et c'est mon mari qui a envoyé ça, ou bien c'est mon mari qui l'a reçu. Ou que je vois des images compromettantes. Qui va souffrir? C'est moi. Donc, vouloir tout contrôler, je ne crois pas que ce soit le propre de l'homme. Il faut laisser quand même un peu d'espace, un peu de la latitude à Dieu ou bien au Créateur de faire ce qu'il veut de nous. Nous ne sommes pas à l'église, mais on peut le dire. Laissons un peu de place pour le divin. Ne cherchons pas à forcément tout contrôler, à forcément tout comprendre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, ou bien une prière que j'aime beaucoup, qui dit « Seigneur, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. » Si on pourra au moins se dire que tout peut m'arriver, ce qui arrive à l'autre peut m'arriver. Et si ça m'arrive, ce n'est pas que je suis une fainéante ou bien moi je ne mérite pas le bonheur. Ça m'arrive parce que ça devait m'arriver et tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver des solutions. Ce conseil, je voudrais vraiment l'adresser aux dames surtout et à ces hommes qui sont narcissiques et qui cherchent à avoir de l'emprise sur l'autre. Vous allez de déprime en dépression et vous pouvez vous retrouver très malheureux. On ne peut pas tout contrôler. Est-ce que le monde se contrôle? Si le monde, la nature elle-même a du mal à se contrôler, à se maîtriser, ce n'est pas toi et moi qui allons chercher à
tout contrôler dans notre vie et à contrôler l'autre, tout ce qui se trouve autour de nous, avec un peu de tolérance, un peu de bienveillance, je crois qu'on peut éviter la dépression. Donc, c'est encore l'une des causes de la dépression. Il y a aussi les problèmes socio-économiques aussi qui gangrènent la société, le chômage, les difficultés à pouvoir gérer la vie, à pouvoir joindre les deux bouts. Je crois que ça aussi c'est un problème terrible, M. Condor, qui amène vers la déprime. Supposons que vous avez un enfant qui s'est battu pour avoir son master, sa licence, son doctorat, et vous voyez l'enfant qui est là, qui traîne à la maison. La probabilité est forte que pour cet enfant, vous déprimez et ou que l'enfant lui-même soit sujet à la dépression. Et c'est ce qui arrive autour de nous. Cela arrive. Il faudrait que nous puissions ensemble nous entraider pour pouvoir nous soutenir. Quand vous savez par exemple que quelqu'un est au chômage, la probabilité est forte que cette personne déprime. Et je crois que vous pouvez être cette personne qui puisse l'aider à ne pas déprimer. Vous pouvez l'aborder, ne serait-ce que causer un matin, c'est-à-dire avant d'aller au service avec cette personne, avant de partir, pour s'assurer que cette personne ne va pas sombrer dans la tristesse profonde. Parce que quand quelqu'un commence par déprimer, il faut vraiment se méfier de sa solitude. C'est-à-dire quand il s'isole, attention, demandez-vous qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il peut se suicider. Et c'est là où il faut vraiment qu'on arrive à résoudre les problèmes socio-économiques, le chômage, etc. Il y a des jeunes qui, par exemple, n'ayant personne à Lomé, sont obligés, après leur diplôme, de rentrer au village. Mais peut-on rester au village et trouver du travail, chercher du travail et le trouver? La probabilité est infime. Mais si cette personne peut au moins voir s'offrir une pièce à Lomé, et pour pouvoir trouver du travail, chercher du travail et le trouver, ce serait une occasion pour cette personne de ne pas déprimer. Donc le chômage, le problème d'argent peut amener à la déprime et tout le monde est confronté à cela. Donc vous comprenez que tout le monde peut être sujet de la déprime quand il s'agit surtout de l'argent. Bon, il y a des raisons naturelles qu'on peut évoquer ici et qui consistent à déprimer suite à une maladie, c'est-à-dire vous faites des analyses, vous allez à l'hôpital et on vous dit quoi? On vous dit que vous avez par exemple le VIH, c'est un sujet de déprime. La personne à qui on a dit qu'il a cette maladie, normalement, doit être accompagnée. On ne peut pas, par exemple, dire à une personne que vous avez le cancer et puis le laisser partir. Moi, je crois que les médecins peuvent aider aussi à cela. Appeler le conjoint et lui donner des astuces pour pouvoir amener celui-là qui est malade, qui a une maladie incurable, à pouvoir résister à la vie. D'autant plus qu'on a vu des gens qui ont été décrétés cancéreux, mais qui s'en sont sortis. Il y a des gens à qui on a coupé même un sein, 2 seins, mais qui ont survécu juste parce qu'ils ont eu des gens autour d'eux qui les ont encouragés, qui les ont aidés, qui leur ont dit la vie est possible quand il y a la foi, et ces personnes se sont relevées. Accompagner ces gens-là qui ont ces maladies peut les amener à ne pas déprimer et à pouvoir vivre, mieux vivre et bien vivre autour de nous. Il y a aussi le tempérament. Il y a des gens qui sont enclins à la dépression. Par exemple, ceux qui ont des tempéraments introvertis. Eux-mêmes, ils sont déjà sujets exposés à la dépression. Donc, facilement, ils dépriment. Et il faudra vraiment les accompagner, les suivre pour qu'ils n'aillent pas de la déprime vers la dépression. Même les sanguins, c'est des gens qui ont la joie de vivre, mais ils sont bipolaires. C'est-à-dire, vous les voyez très joyeux et en quelques secondes, vous les voyez déprimés. Et il faut vraiment les amener à pouvoir s'en sortir. Et ces gens-là aussi doivent savoir que il faudrait que je m'en sorte. Monsieur Condor, je voudrais vous dire qu'en temps normal, la déprime est naturelle. C'est-à-dire que vous déprimez parce que peut-être vous êtes quelque part où vous ne devez pas être, ou vous faites quelque chose que vous ne devez pas faire. Donc quand vous êtes là vous-même et que vous sentez cette tristesse,
demandez-vous ce qui peut m'amener à déprimer. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de faire, je dois le faire? Quand par exemple, je suis en train de calomnier mon collègue, de dire du mal de mon collègue, je vais saboter sa relation avec mon chef. La probabilité est forte que, de retour dans mon bureau, que je déprime un peu si j'ai une conscience. Et cette tristesse qui vient me conscientise et me fait comprendre que je ne dois pas faire ce que je suis en train de faire. Donc le mal, le péché nous fait déprimer. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui déprime. Parce que cette personne a une conscience et sa conscience lui parle. Mais ce qu'il faut faire, c'est de quitter le plus tôt. Celui qui est déprimé ou sent une tristesse subite doit comprendre que c'est quelque chose qui ne va pas. C'est un changement, c'est une alerte. Il faut que je fasse quelque chose. Si par exemple, je déprime parce que je n'ai pas de l'argent, c'est ma conscience qui me dit d'aller travailler. Quand par exemple, je déprime parce que je sors avec le mari de quelqu'un, c'est ma conscience qui me dit que tu fais du mal à la dame. Quand par exemple, je déprime parce que je mène une vie au-delà de mes moyens, c'est parce que ma conscience veut que je fasse quelque chose et que je vive le contentement. Donc la déprime, c'est un signe pour un changement. Voilà. Donc on peut le prendre, c'est un signe pour un changement. Et nous devons comprendre que quand j'ai cette tristesse, je déprime, c'est que je dois faire quelque chose. Je dois me lever. Quand, par exemple, j'ai un problème avec mon papa et que je déprime, cela sous-entend que cette relation que j'ai avec mon papa, elle est toxique et je dois revenir à moi et comprendre que mon papa est digne de mon respect. Donc la déprime, c'est quelque part une bonne chose. Quand elle ne dure pas. Voilà, quand elle ne dure pas. Vous avez parlé des personnes introverties. Les personnes introverties, c'est ces personnes qui sont souvent seules, qui n'aiment pas trop être en société. Les personnes introverties, c'est ces personnes-là qui vivent de l'intérieur, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font intérieurement. Ils sont souvent seuls, isolés, et ils n'aiment pas la compagnie, ils n'aiment pas la foule. On les taxe souvent de timides, mais ils ne sont pas timides, c'est leur nature, c'est leur façon de voir la vie. Pour eux, la vie, c'est être souvent seul. Ça nous expose à la dépression. Donc, quand je sais que je suis introvertie, il faudra que je fasse tout pour que cette tristesse qui m'envahit de temps en temps ne soit pas gardée. Et c'est possible de s'en débarrasser le plus tôt possible. Si c'en est ainsi pour les personnes introverties, comment parler d'une personne désintégrée socialement? Une personne désintégrée, une personne qui est rejetée peut-être pour avoir fait un mal, une personne qui n'est pas appréciée, cette personne est sujette à la dépression, c'est normal. Parce que l'être humain vit de l'amour. Et quand on n'a pas l'amour autour de soi, certainement qu'on sera triste et on vivra des tristesses, on ira des tristesses de déprime à la dépression. Donc, et des fois, le fait que les gens dépriment n'est pas forcément leur faute, cela incombe à l'entourage auquel il est sujet. Si l'entourage est favorable à son éclosion, à son épanouissement, il déprime moins. Mais si l'entourage ne l'est pas, cette personne déprime. Et c'est ce qui arrive souvent dans le foyer. Quand un conjoint se sent aimé, ce conjoint déprime rarement. Donc, nous sommes en train de parler maintenant des solutions. Quelles sont les conséquences de la déprime? Les conséquences de la déprime sont énormes. Vous savez, quand cette tristesse m'envahit, le premier jour, le second jour, le troisième jour, il faudra que je trouve des solutions. Mais si je ne trouve pas des solutions et que je continue pendant plus de 2 semaines, les spécialistes qualifient maintenant cette tristesse de dépression. Et la dépression, c'est une maladie grave parce que c'est une maladie qu'on n'arrive pas à gérer. Que ce soit le médecin, que ce soit les psychologues, vous-même qui êtes déprimé, vous ne pouvez plus gérer votre état. Et vous êtes confronté à des troubles d'humeur. Quelqu'un qui est autour de vous
avec qui vous parlez, vous riez, et subitement cette personne commence par s'exploser ou bien devient triste et n'arrive même pas à parler. Ce sont là les conséquences de la déprime, les troubles d'humeur. Et finalement, autour de vous, on pense que vous n'êtes pas sérieux. On pense que vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes négligent. Oui, parce que quand on a la déprime qui traîne, qui dure, qui va vers la dépression, les activités sont annihilées. Vous êtes au bureau, on vous donne des choses à faire, vous n'arrivez pas à le faire. Et personne ne vous comprend. Et autour de vous, on vous taxe de paresseux, on vous taxe de fainéant. Alors que vous savez que vous n'êtes pas fainéant. C'est la déprime qui est en train de vous malmener. La déprime malmène le sujet. Et ça fait tellement mal d'être là et de voir subitement son conjoint ne plus être capable de préparer à l'heure, ne plus être capable de faire même l'amour. Parce que la dépression enlève le plaisir de vivre, le plaisir de se réjouir, le plaisir de causer. Et vous êtes là et vous ne servez plus à rien. Vous allez voir des gens autour de vous comme ça. Je voudrais vraiment qu'ensemble, nous puissions déceler ces gens-là qui vivent les conséquences de la déprime qui a évolué en dépression. J'ai épousé une femme avec qui je cause souvent, qui m'aime, que j'aime. Mais entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, cette femme-là, petit à petit, ses comportements changent. Elle ne veut plus causer avec moi. Elle ne rit plus. Mes causeries ne lui font plus rire. Et petit à petit, je constate qu'elle ne s'occupe plus de la maison. Les consignes que je donne, apparemment, ça ne l'intéresse pas. Ça fait mal. Et qu'est-ce que nous faisons souvent? Souvent les hommes, ils réagissent, ils crient, ils grondent. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Cette personne est en train de déprimer. Donc, si nous constatons déjà cette tristesse, est-ce que nous ne pouvons pas l'aider à se relever au lieu de laisser la personne s'enliser dans la dépression? Quelqu'un qui déprime, s'il ne prend pas en compte sa dépression, perd le sommeil. Nous parlons des troubles de sommeil. Quand, par exemple, tu commences par perdre le sommeil, ce n'est pas normal. Ne te dis pas, oh, ne prends pas ça à la légère. Oh, je n'ai pas envie de dormir, je ne dors plus. C'est la déprime qui est en train d'évoluer petit à petit vers la dépression. Quand vous êtes là, vous n'avez plus envie de manger. Vous perdez l'appétit. Ce n'est pas normal. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien c'est mon enfant, ou bien c'est mon conjoint qui n'est plus attiré par tout ce que je fais. Ou bien les plats, les mets que je prépare. Attention, est-ce que cette personne ne déprime pas? Parce qu'il faudra surveiller une personne qui va de la déprime à la dépression comme du lait sur le feu. Pour que cette personne n'aille pas vers le suicide. Ou bien la folie. Ça commence comme ça, petitement. Et je suis sûre que les spectateurs, M. Condor, vont commencer par dire « Ah, il y a telle personne qui fait ça, qui fait ça. » Est-ce que ce n'est pas de la déprime? Votre femme qui est calme, introvertie, qui commence par être irritable, vous lui parlez, elle crie. Votre employé qui vous respectait et vous lui parlez, il commence par vous répondre comment? Si vous étiez son collègue, là vous comprenez que ça ne va pas. Ce n'est pas de la rébellion. Pour pouvoir savoir que quelqu'un déprime, il faut voir comment il se comportait et comment il se comporte maintenant. Quand il y a un trouble de comportement, quelqu'un qui aime rire, qui finalement ne rit plus. Quelqu'un qui n'aime pas rire, qui commence par rire, attention, il y a la dépression qui est en train de taper à la porte. Au lieu de s'en prendre à la personne, au lieu d'en vouloir à la personne, cherchez à voir qu'est-ce qui cause cette dépression. Et c'est là où il faut vraiment chercher de l'aide. Il y a des centres d'écoute. Des fois, il suffit d'écouter la personne une fois pour que ça passe. La fois passée, après une émission, M. Condor, il y a une dame qui m'a appelé et elle m'a dit qu'elle veut me voir par rapport à tout ce qu'on a dit. Et on s'est vu. Je vous dis, quand elle a commencé par raconter ses problèmes, c'était des problèmes très sérieux. Mais jusqu'à ce que nous ne finissions, elle a retrouvé le sourire et j'ai compris qu'au fait,
elle avait besoin de parler. Parce qu'elle m'a dit, bon, elle avait besoin de parler, parce que c'est une dame qui n'a personne. Elle a perdu ses parents, elle n'a pas de famille. Et le fait qu'elle ait parlé avec moi a résolu beaucoup de problèmes. Donc, pour dire que cherchez de l'aide quand vous constatez que vous ne réagissez plus normalement. Ce que la dépression fait, c'est que ça change la façon de penser de la personne qui en est sujette. La personne ne raisonne plus bien. Supposons que je suis déprimée parce que mon mari, ça ne va pas arriver, a une relation dehors. Et ça m'apporte la déprime. Si je ne fais pas l'effort de me relever en même temps pour me dire que ça peut arriver, si c'est arrivé, c'est parce que ça peut arriver et que c'est arrivé à certaines personnes qui se sont relevées et que je cherche des solutions en allant peut-être vers quelqu'un qui a vécu la même situation et qui s'en est sorti, ou bien en allant vers mon psychologue, etc., ou bien en allant vers ma famille, des gens qui peuvent m'écouter, mon pasteur, mon imam. Si je ne me lève pas, je vais commencer par avoir des pensées noires. Et en allant, mon mari va petit à petit devenir mon ennemi. C'est-à-dire quelqu'un à combattre. Parce que je me sens vulnérable. Si je ne fais pas attention, toutes les actions de mon mari, je les prendrai pour des offenses. Et si j'en arrive là, mes chers, comment faire pour revenir à la femme normale? Ça devient compliqué. Mon mari sort, j'imagine qu'il est parti chez l'autre femme. Mon mari prend son téléphone, je me dis que il est en train de parler à une dame. Je vais me mettre à le tracer. Je vais me mettre à tracer mon mari, que ce soit sur le téléphone, au bureau. Et finalement, un jour, je vais commencer par parler seul. Oui, il est ceci. Et je suis en train d'aller vers quelque chose. Donc, la dépression, au fait, change la perception de la vie. Quand je deviens déprimée, je ne vais plus voir les choses comme je devais les voir. Ma belle-mère peut devenir une sorcière. Ma belle-sœur peut devenir une ennemie. Mon chef peut devenir celui-là qui veut me tuer. Donc, vous allez voir que petit à petit, je ne vais plus être normale. Et c'est sérieux qu'on en arrive là. Il faut vraiment des psychologues compétents, des conseillers en relation, des compétents. Et là, je me dis que c'est Dieu. Il faut faire appel à Dieu parce que ce n'est plus dans le domaine du naturel. Beaucoup de personnes sont dans ces situations. La déprime nous amène petit à petit vers la psychiatrie. Parlons des conséquences de la déprime. Lorsque vous faites la dépression, vous empoisonnez votre entourage. C'est-à-dire, vous n'êtes plus la personne naturelle, normale que vous étiez, et l'entourage en subit. Vos enfants, supposons que vous soyez un homme, vos enfants seront sujets à vos crises de dépression. C'est-à-dire, quand vous faites des dépressions, vous n'êtes plus agréable. Vous n'êtes plus agréable, vous pouvez taper comme ça votre enfant, sans savoir pourquoi vous le tapez. Vous pouvez même aller jusqu'à taper votre femme. Et c'est là où on dira que vous êtes un pervers narcissique. Vous pouvez par exemple un jour écrire une lettre de démission. Vous revenez à la maison et vous vous dites, ah, pourquoi j'ai écrit la lettre de démission? Et c'est les problèmes qui vont commencer à la maison. Qui va s'occuper des enfants à la maison? Vous pouvez par exemple rentrer dans le bureau de votre directeur et l'insulter copieusement, sans savoir ce que vous êtes en train de faire, parce que vous avez des trous noirs, parce que vous avez laissé la déprime, qui est la tristesse profonde, évoluer vers la dépression. Donc quand vous voyez par exemple une collègue qui un matin se lève et commence par vous se quereller, pardon, soyez tolérants. Il se peut que ce soit de la déprime. Si vous pouvez l'aider, aidez-le. Mais si vous vous mettez à vous quereller avec cette personne, dites-vous que
Vous faites comme quelqu'un qui se querelle avec un fou. Et là, c'est drôle. Hein? Un mari qui se met à battre sa femme qui fait la dépression, c'est cette image qu'on peut lui donner. Il faut qu'il se dise que non, je suis en train de me quereller avec un fou. C'est vrai, hein, la dépression, ce n'est pas la folie, excusez-moi. Tout le monde peut être dépressif. Et d'ailleurs, toute personne aurait vécu au moins une dépression dans sa vie. Le secret, c'est comment se relever pour ne pas virer vers le pire. Donc, cet état de changement de mentalité, de perception, ça dérange tellement. Et quand quelqu'un arrive à là, c'est compliqué. Vous lui dites bonjour, cette personne peut se dire, pourquoi vous me dites bonjour? La personne devient tellement irritable, susceptible que vous ne savez pas comment le gérer. Vous ne savez pas que lui dire. Parce que vous ne savez pas quand ça va virer vers la crise. Vous dites quelque chose, elle prend ça et puis agrandit l'idée et vous ne vous retrouvez pas dans ce que la personne a dit. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Il manque un peu de sel. Normalement, quand un mari dit à sa femme, il manque un peu de sel, la femme ira chercher le sel. Hein, pour venir. Mais quand la femme dit oui, je sais, tu es allé manger dehors, ou tu n'aimes pas ma nourriture, tout ça, ça commence par friser la dépression. Il ne faut pas blaguer avec cette tristesse-là et continuer comme ça en peut-être voulant accuser l'autre. C'est mon mari qui a fait que je suis triste, certes. C'est ton mari peut-être qui l'a fait. Mais est-ce que c'est une occasion pour rester dans la tristesse à vie? Jusqu'à aller vers la dépression et chercher à se suicider. Est-ce que quand je reste dans cette tristesse, est-ce que je ne me fais pas plus de mal que du bien? J'ai raison peut-être d'être triste parce que je n'ai pas d'enfant. J'ai raison. Je suis une femme, on m'a épousée pour que je fasse des enfants. Mais si je me donne à la déprime, peut-être parce que quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait des allusions à ma stérilité. Je suis triste, c'est vrai. Mais il faut que je me relève. Que je me dise que je ne suis pas la seule stérile au monde. Et que je ne suis pas Dieu pour faire un enfant dans le ventre d'une femme. Le deuil peut m'amener à la dépression. Je viens de perdre un enfant. Quand même, il y a de quoi déprimer. C'est vrai, je déprime, mais d'ici 2 semaines, au plus, il faut que je m'en sorte. Il faut que je me donne un temps. Il faut que je m'en sorte. Le fait que je m'enlise dans la déprime parce que j'ai perdu mon enfant n'est pas la solution à mon problème. Mais c'est le fait que je me relève et que je me dise, il faut que je m'occupe des autres enfants. Ou bien, Dieu me donnera un autre enfant. Il faut que je m'attelle à cela. C'est ça la solution. Quand je perds mon conjoint, il y a de quoi déprimer. Mais il faut que je me relève pour m'occuper des enfants. Il faut que je comprenne que je dois me relever. Et au maximum 2 semaines, il faut que je me relève. Et là, on ne parle pas de dépression. Mais quand je continue, je traîne cela jusqu'à 2 semaines, les médecins vous diront, vous êtes déprimé. Et ça aussi, c'est un autre problème. Il faut maintenant là, aller vers les psychologues, les conseillers en relation d'aide. Et si ça ne va pas, il faut aller vers le psychiatre. Et quand on va chez le psychiatre, il y a les médicaments qu'on va prendre, ça c'est la santé. Et cela sous-entend que vous allez de mal en pire. Et c'est les maladies qui vont se greffer sur ça. Vous savez, quand on déprime, quand on fait la dépression, on somatise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans cette dépression-là, on retrouve des maladies. Il est dit, par exemple, le cancer des seins. Souvent, la majorité de ceux qui ont les cancers des seins, c'est des gens qui ont des problèmes, des difficultés, des rancunes qui n'arrivent pas à lâcher. Par exemple, mon mari a pris une 2e femme. Et je ne lâche pas cette histoire jusqu'à ce que ça devienne un cancer des seins et que ça m'amène à la mort. Donc, il faut que de temps en temps, après les deuils, après les difficultés, certaines difficultés, qu'on lâche prise et qu'on se dise que c'est la vie et il faut remonter. Et c'est ça ce qu'on appelle la résilience. Ceux qui sont toujours contents,
ce n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais déprimé. Mais c'est des gens qui savent se départir le plus tôt possible de la dépression pour aller à autre chose. Donc, pour parler maintenant des solutions, je crois que d'abord, il faut lâcher prise après une difficulté, un problème, un souci. C'est vrai que la vie nous réserve des surprises qui sont des fois agréables, qui sont des fois désagréables. Il y a des choses qui nous tombent sur la tête, comme si c'est le monde entier qui est tombé sur notre tête. Quand c'est le cas, la dépression sera là et c'est normal. C'est normal qu'une veuve soit triste. Et c'est là où, par exemple, je voudrais que ceux qui sont autour des gens qui dépriment comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Quand il y a un deuil dans ma famille et que le deuil affecte une personne, une vieille par exemple, qui perd son enfant, un enfant qui travaille, qui est tout pour elle, cette femme-là a besoin de vous pour ne pas déprimer, pour ne pas aller à la dépression. Plus tôt vous l'abordez, plus tôt vous l'encadrez, plus tôt cette personne peut se relever. Donc finalement, on est devenu des médecins autour de nous. Nous pouvons aider ceux qui sont autour de nous, qui dépriment, à ne pas prolonger la déprime et l'amener vers la dépression qui va vers le suicide. Le suicide, ce n'est pas seulement prendre un médicament et boire. Le suicide, ce n'est pas seulement se couper la veine. Le suicide, ce n'est pas seulement mettre une corde au cou. Des gens se suicident et nous pensons que c'est des gens qui sont malades. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ce plaisir de vivre et ils se laissent aller. Mais nous, on peut aider ces gens-là. Quelqu'un qui a par exemple une maladie incurable et qui refuse de prendre des médicaments, je peux l'aider parce qu'il déprime, bien sûr. Je peux l'aider en prenant les médicaments sans toutefois l'accuser, sans toutefois le culpabiliser. Monsieur Condon, il y a aussi un fait. Vous savez, dans notre société africaine, nous sommes généralement croyants. Mais de plus en plus, nous sommes en train de quitter la croyance. Ce qui fait que nous manquons de foi. Vous savez, plus nous sommes proches de notre Créateur, plus nous avons la foi. Supposons que je sois confronté à une impossibilité. J'ai l'occasion de croire à un Dieu capable de m'aider à sortir de mes difficultés. Quand maintenant la croyance est mise de côté dans nos sociétés de nos jours, il y a de quoi qu'on déprime, il y a de quoi qu'on se sente abandonné, incompris, rejeté. Donc je voudrais que quand même qu'on revienne à certaines valeurs. La croyance, c'est une valeur qui amène à pouvoir positiver les choses, à avoir de l'espoir, à croire que même si tout le monde ne m'aime pas, il y a un être suprême qui m'aime. Et même le fait d'aller à l'église, est-ce que ce n'est pas une façon d'éviter la déprime? Supposons qu'un mercredi, un jeudi, j'ai été confrontée à la déprime. Je suis sûre que dimanche, lorsque j'irai et que je rencontre le pasteur, les autres fidèles, la joie va me revenir. Mais pourquoi nous sommes en train de nous départir de ces valeurs? Il faut qu'on revienne à la vie. Supposons que je sois musulmane et que je déprime. J'ai l'imam qui est là. Je peux aller me confier à l'imam et certainement que l'imam me relèvera. Je peux le vendredi aller à la mosquée et l'ambiance de la mosquée peut me relever. Avant, on avait des groupuscules dans nos sociétés, par exemple les groupes de danse, les groupes de foot, et généralement chacun était dans un groupe. On vivait dans un groupe. Avant, nos mamans disaient les samedis, les dimanches, il faut que j'aille dans mon groupe de danse, il faut qu'on aille apprendre ceci. Il y a la chorale, il y a des groupuscules. Il y a, par exemple, moi, mon père qui avait son groupe de foot, etc., qui y allait les samedis matin. Il faut que ces genres de groupes-là nous aident à ne pas déprimer. Donc, Dieu a mis tout en œuvre pour qu'on ne déprime pas. C'est nous-mêmes, au fait, qui nous isolons, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses et qui nous retrouvons dans ces genres de situations. La religion musulmane permet la polygamie.
Et moi-même, je le sais, moi, hein, en tant que femme. Maintenant, je suis peut-être la deuxième femme ou la troisième femme. Voilà, je suis là, mais je veux, dans cette polygamie-là, avoir l'homme pour moi seul. Je vais déprimer. Parce que je vais à l'encontre d'abord de ma religion. Je vais à l'encontre de la conception qui consiste à être cette femme soumise. Si je ne me donne pas la latitude, je ne suis pas bienveillante, je ne suis pas tolérante, certainement que je vais déprimer. Donc cette dépression, c'est moi-même qui l'ai amenée sur moi. Donc il faudrait qu'on comprenne qu'on déprime des fois parce qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Vous ne pouvez pas partir, Madame Samé, sans proposer des solutions pour que les gens puissent s'en débarrasser de cette déprime qui fait tant mal aux humains et pire encore, ne pas aller vers la dépression. Merci beaucoup. Je crois que pour ne pas aller vers la dépression, c'est de se relever le plus tôt possible de la déprime. Je suis triste. Je ressens une tristesse profonde, inexplicable. J'ai des trous noirs. Qu'est-ce qui a causé cela? Je me remets en cause et je me demande qu'est-ce qui m'a amené vers là? C'est parce que peut-être je suis quelque part où je ne devais pas être. Je fais quelque chose que je ne devrais pas faire. J'ai des pensées qui ne sont pas des pensées dignes. Peut-être que j'en veux à quelqu'un. Et je déprime parce que j'ai gardé la personne dans mon cœur. Je ne veux pas relâcher. Donc, lorsque j'aurai fait cet état de lieu et que j'aurai constaté ce qui m'a amené vers la dépression, je vais chercher des solutions. Peut-être qu'il faudrait juste pardonner. Peut-être qu'il faudrait juste avoir plus d'entrain. Si c'est au boulot, et on me dit par exemple que je n'en fais pas trop, peut-être que je dois chercher des solutions pour remédier à cela. Lorsque je trouve des solutions, je vais me remettre. Et si cela ne va pas, il faudrait que j'aille vers la société. C'est ça le plan de Dieu. Moi, une femme, j'ai des problèmes, je vais vers ma belle-mère, si je suis en bon terme avec ma belle-mère. S'il faut demander pardon à mon mari pour retrouver la joie, je demande pardon. S'il faut, par exemple, chercher de l'argent pour trouver une solution, je cherche du travail. Donc la solution est là. La seconde solution, ou celle-là qui devait être même la première, c'est avoir foi en Dieu et en soi, quelles que soient les situations. Généralement, beaucoup de ceux qui dépriment se focalisent sur une personne. Ils fixent une personne, ils se disent « Ah, c'est mon mari, ah, c'est mon chef, ah, c'est ma belle-mère, ah, c'est mon enfant ». Quand vous commencez comme ça, c'est plus compliqué. Parce que quand vous commencez par vous fixer sur une personne, à penser que c'est la personne qui est le problème, et généralement, on ne cherche pas de solution. On est là à se morfondre, à se dire que ah, peut-être que si je n'avais pas ce mari, je serais plus heureux, ou bien si je n'avais pas cette femme. Je crois que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de voir comment s'adapter à cette personne que je suis en train de fixer, qui probablement est le problème à ma déprime. Donc, ne pas se fixer sur une personne. Si c'est par exemple mon mari, je me dis, on est là pour le meilleur et le pire. Quand le pire s'installe, ou bien s'instaure, ou bien s'invite, j'accepte et je me dis, on y va, on va trouver une solution. Donc, quand la situation est changeable, pardon, on ne se focalise pas sur la situation, on risque de périr et ce n'est pas bon. Il faut plutôt trouver une solution, accepter la situation et continuer la vie. Quand par exemple la dépression continue et que je n'arrive pas à m'en sortir, je crois qu'il faut chercher de l'aide. Trouver de l'aide. D'abord, faire comprendre aux gens que je suis déprimée, c'est-à-dire que je suis souffrante moralement, psychologiquement. Et si je peux aller vers les conseillers en relation d'aide, les conseillers en psychologie, les psychologues, ça vaut la peine. Généralement, les gens pensent que c'est quand on est enclin à la folie qu'il faut aller voir le psychiatre. Non. Ailleurs, il y a des gens qui vont sans même sentir une dépression, c'est-à-dire quand on est acculé. Quand on est acculé, on va se faire vider. Voilà, c'est ce qu'on fait chez le psychologue ou le conseiller en relation d'aide. Donc,
vous y allez, vous vous videz et vous revenez en vous-même très calmement, vous reprenez la vie. Si vous allez chez le psychologue et que le psychologue constate que, attention, la dépression a fait trop de temps avec vous, il peut vous indiquer un psychiatre qui va vous prendre en charge médicalement aussi. Ne restez pas dans votre situation et ne vous détruisez pas psychologiquement quand vous ne trouvez pas des solutions. Supposons que quelqu'un autour de moi qui sente la dépression, je crois que j'ai le devoir de l'aider. Comment je peux l'aider? D'abord, quand vous êtes avec quelqu'un qui dit « je suis fatigué, je n'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatigué », quand vous sentez, vous écoutez ces genres de mots, dites-vous que la personne est en train de développer la déprime. Ça a commencé la déprime. Et pour que ça n'évolue pas, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'en suis pour quelque chose? Est-ce que peut-être je n'ai pas participé à cette dépression? Est-ce que c'est ma façon de vivre? Si c'est un mari, peut-être que je sors tôt, je ne reste pas à la maison, peut-être que je ne participe pas à la cagnotte de la famille, etc. Si c'est le cas, là, il faut que je revoie ma façon de vivre ou bien ma relation avec la personne pour l'aider à ne pas s'enliser dans la dépression. Je peux le faire. Et sincèrement, quand quelqu'un se plaint auprès de vous, prenez ça au sérieux. Ne le prenez pas comme si la personne exagère. Si il y a de l'exagération, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Aider la personne. Si c'est à vous peut-être de faire quelque chose pour que la personne soit soulagée, s'il vous plaît, faites-le. Ou bien vous l'aidez à aller vers les spécialistes en psychologie. Aidez-le, amenez-le vers là pour que vous ne vous retrouviez pas un jour dans un asile psychiatrique. Donc vous comprenez que vous pouvez agir sur les situations pour que quelqu'un qui est déprimé autour de vous puisse se relever. Quand on a la foi, quand on croit en soi et on croit en Dieu, on arrive à s'en sortir généralement de la dépression. Quand je me dis, attention, je suis déprimé, mais je peux me relever et que j'ai de l'espérance, j'ai de l'espoir. Parce que quand on a l'estime de soi et on sait qu'on a des potentialités, on arrive à s'en sortir généralement de la dépression. Donc, donnons-nous l'occasion d'avoir confiance en nous-mêmes, de croire que je peux m'en sortir. Moins nous avons des gens qui dépriment autour de nous, plus les activités autour de nous marchent. Les choses iront mieux quand nous-mêmes, nous ne serons pas enclins à la dépression ou quand autour de nous, il n'y aura plus de déprimés. Et vous pouvez être la solution. Vous pouvez être cette personne qui écoute quelqu'un qui déprime, cette personne qui encourage quelqu'un qui déprime, cette personne qui donne la vie à quelqu'un qui déprime. Merci, Madame Agbo Chantal Ayema, pour avoir répondu positivement à notre invitation. Tout ce qui me reste, c'est de dire merci à notre réalisateur du jour, qui, autour de toute son équipe, a pu envoyer son et images à nos chers téléspectateurs. Monsieur Akakpo, recevez nos remerciements, nos reconnaissances pour toute cette technicité dont vous faites montre, vous et vos membres, pour que l'émission ID continue toujours sur cette télévision touraise. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, bye bye.